Parce que ça va être bien. Écoutez, merci d'avoir répondu à cette invitation à toutes et tous. Messieurs, madame la rapporteure, chers collègues, nous avons souhaité organiser une table ronde cet après-midi sur le financement des infrastructures de transport avec 3 acteurs importants dans ce domaine. Sont donc présents aujourd'hui un grand opérateur, un organisme consultatif et l'administration centrale. Monsieur Franck Leroy, bonjour, vous présidez le conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures et de transport de France, donc le fameux AFIT. Et vous êtes aussi président du conseil régional de la région Grand Est. Monsieur David Valence, bonjour, vous êtes le président du conseil d'orientation des infrastructures, donc le COI, et vous avez été député élu de la même région Grand Est. Vous êtes accompagné de madame Catherine Mosbrugger. Voilà, secrétaire général. Et enfin, monsieur Rodolphe Gins, vous êtes le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, donc la DGITM. Nous avons étudié les agences qui contribuent à la mise en œuvre de politiques publiques, comme celle de la santé ou de l'environnement, mais pas encore celle des transports. Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, mais aussi, avec une position différente, le président du conseil d'orientation des infrastructures pourront nous éclairer à ce sujet. Donc, de quelle manière les opérateurs sont-ils associés à la mise en œuvre de cette politique ? Dans ce jeu à 3 acteurs qui comprend l'État, les agences et les collectivités territoriales, estimez-vous que les règles sont toujours claires pour ces dernières, et pour vous-même, je dirais, aussi. Par ailleurs, l'État conserve-t-il toute sa capacité de pilotage et d'impulsion face aux agences ? Parmi ces opérateurs, l'AFIT fait l'objet d'une attention toute particulière dans le débat public. L'Assemblée nationale a d'ailleurs même récemment voté sa suppression, carrément. Monsieur Leroy et Valence, vous avez tous deux co-signé une tribune dans la presse où vous expliquez que l'AFIT assure la fiabilité et la stabilité dans le temps de financement qui exige des budgets reconduits sur des années, voire des décennies. On vous laissera évidemment évoquer ce sujet. Vous pourrez certainement nous expliquer cela plus en détail, mais l'AFIT est-elle vraiment à l'abri des mesures de régulation budgétaire? Je rappelle que ces ressources ont été réduites de près de 400 millions d'euros par la loi de finances de fin de gestion 2024 et encore de 400 millions d'euros supplémentaires par la loi de finances initiale de cette année. D'autres mesures ont-elles été étudiées pour organiser avec une visibilité pluriannuelle le financement des infrastructures? Je vous propose, parce qu'on a un petit peu de temps, mais malgré tout, le sujet est intéressant. Peut-être un petit propos liminaire chacun pour chaque institution. Vous prenez 5 minutes à chaque fois. Je pense que ça permet de faire un petit peu le tour de la présentation des organismes. Mais avant cela, évidemment, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de me faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment. Alors, toutes les personnes qui vont prendre la parole dans le cadre de cette commission doivent prêter serment. À lever la main droite et à dire je le jure. Voilà, c'est parfait, vous serez tous les 4 à prendre la parole. Écoutez, peut-être monsieur Franck Leroy pour la FIT, et puis après ça, on enchaîne au fur et à mesure. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs. Quelques mots pour vous dire d'abord tout le plaisir que j'ai à me retrouver à nouveau devant le Sénat, dans une constitution particulière, puisque cette commission d'enquête, elle vise à avoir un éclairage sur les agences de l'État, des agences très nombreuses, et j'ai l'honneur d'être ici donc en tant que président du conseil d'administration de l'AFIT, poste que j'occupe depuis à peu près 1 an, un peu moins d'1 an. L'AFIT est une agence qui a été créée il y a une vingtaine d'années et dont l'objet principal est d'assurer, de sécuriser, de garantir les engagements que l'État prend en matière d'infrastructures de transport, sachant que ce sont des infrastructures de transport qui, pour certaines d'entre elles, nécessitent des chantiers qui durent 5, 8, 10, 15, 20 ans. On peut imaginer que, par exemple, un chantier comme le Lyon-Turin, comme un chantier de type
TGV, ancien TGV et aujourd'hui nouvelle ligne de TGV sont des chantiers qui, vous l'imaginez, s'étalent sur un grand nombre d'années. Et l'idée et la création de l'AFIT date de 2005. Rodolphe Ginz pourra en parler mieux que moi parce qu'à l'époque, il était l'un des acteurs lorsque l'AFIT a été créée. Et précisément, l'objectif, c'était de répondre à une difficulté qui était de sécuriser les financements de l'État, ce qui intéresse évidemment les territoires concernés, ce qui intéresse évidemment les entreprises du monde des travaux publics, les entreprises du monde des industries ferroviaires qui, quand on annonce la création d'une grosse infrastructure, ont besoin d'être certains que cette infrastructure ne va pas s'arrêter au premier incident budgétaire et que la garantie sera apportée de ce financement. L'autre intérêt de l'AFIT aujourd'hui, donc le premier intérêt est un intérêt véritablement majeur et je crois pouvoir dire que l'ensemble des signataires de l'article dont vous avez fait référence tout à l'heure ont confirmé ces propos. L'un des autres intérêts de l'AFIT, c'est aujourd'hui de financer par des moyens essentiellement tirés des transports carbonés, en l'occurrence la route, et ces moyens bénéficient pour les 2/3 à des transports alternatifs à la route, qu'il s'agisse du train, qu'il s'agisse de modes de transport public collectif, qu'il s'agisse de ce genre d'investissement important. Et donc il y a quelque part une dimension vertueuse au financement de l'AFIT, puisqu'on prélève sur la route. L'AFIT aurait dû d'ailleurs à l'époque être la bénéficiaire de la fameuse écotaxe qui a été, vous le savez tous, supprimée, mais elle aurait dû être sa recette principale. Et donc il a fallu trouver au cours des 20 dernières années des recettes alternatives à l'écotaxe pour pouvoir financer précisément les infrastructures de transport dont on sait, dont vous savez évidemment que c'est aujourd'hui un sujet majeur. Je vous renvoie à la conférence des financements que vient de lancer le ministre des Transports, faisant suite à la loi LOM, faisant suite au rapport du COI qui ont identifié la décision d'Elisabeth Borne il y a maintenant 2 ans de cela, un peu plus de 2 ans de cela, d'engager un montant d'investissement considérable pour précisément, de 100 milliards, précisément pour remettre les infrastructures de transport de notre pays à niveau. Donc voilà, peut-être pour le propos liminaire, je suis évidemment à votre disposition. L'une des caractéristiques de l'AFIT, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est qu'elle gère un budget qui est tantôt un peu en dessous des 4 milliards, tantôt un peu au-dessus, avec une équipe extrêmement réduite, puisqu'on a actuellement 4 postes de permanents, un apprenti et une personne en intérim. Donc c'est une équipe extrêmement légère qui travaille évidemment en étroite relation avec notamment les services du ministère des Transports et la DGITM. Son directeur est ici présent. Et je crois pouvoir dire que cette combinaison d'actions, d'acteurs, permet d'avoir une gestion optimale d'une question ô combien sensible qui est celle du financement des infrastructures. Je propose de poursuivre. Monsieur Guin, si vous voulez. Parfait, merci beaucoup Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame, Messieurs les sénateurs. Peut-être vous dire en introduction que je suis donc le DGITM depuis le 2 janvier 2024, et puisque vous nous avez demandé de déclarer les éventuels liens d'intérêt, je pense que ce n'est pas complètement un lien d'intérêt, mais j'ai assuré l'intérim de la présidence de l'agence jusqu'à la désignation et la nomination de Franck Leroy à l'été dernier. Vous dire ensuite peut-être 4 mots en introduction pour resituer à la fois la DGITM et puis dans l'objet de cette audition. Ce que nous sommes, très simplement, il y a quelques semaines, le Premier ministre nous a demandé de définir simplement dans le cadre de la refondation de l'action publique nos missions. Donc nous nous sommes prêtés à cet exercice. Vous avez dû en recevoir copie. Et nos missions sont 5 missions. Premièrement, nous avons en charge de veiller sur l'un des patrimoines des Français le plus important. Quand vous lisez les comptes de l'État, les infrastructures de transport sont parmi les actifs immobilisés les plus importants. Les routes, les participations publiques dans les chemins de fer, dans voies navigables, etc. Et donc notre job, c'est de s'assurer que ces infrastructures sont entretenues, sont exploitées et sont développées de manière optimale pour servir les besoins de la nation, de notre économie, puis de tout un chacun se déplacer. Pas la peine d'insister là-dessus. Point qui peut être intéressant pour votre commission, nous le faisons dans des modalités très variées. Depuis l'exécution nous-mêmes, nous nous appelons parfois l'opérateur routier via nos directions des routes, des services de l'État, jusque des concessions opérées par des opérateurs privés qui sont bénéficiaires d'un contrat de service public. Et vous avez à peu près toute la panoplie des opérateurs, je vais y revenir tout à l'heure, Voies navigables de France, des sociétés anonymes, SNCF, des établissements publics, la RATP, la Société des grands projets. Bref, nous avons toute la panoplie et de ce fait, votre commission peut être intéressée par les éléments de comparaison que nous pouvons faire entre ces différentes formes d'intervention.
Deuxièmement, pour être utile, les infrastructures doivent avoir une qualité de service optimale. Donc notre deuxième mission, c'est de veiller à la qualité de service. Troisième mission, puisque les transports représentent 1/3 des émissions de gaz à effet de serre, l'une de nos préoccupation majeure est la contribution des transports à la décarbonation. 1/3 des problèmes veut donc dire que nous sommes 1/3 des solutions. Et nous devons programmer, planifier tout cela et le mettre en œuvre. La quatrième mission, c'est de s'assurer la résilience de nos réseaux d'infrastructures de transport face à des chocs de diverses natures, le changement climatique, la mobilité militaire, et puis pour des infrastructures particulières, la guerre commerciale et le fait que l'augmentation des droits de douane sur nos ports, ça peut avoir des impacts. Je ne crois pas que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais je le mentionne. Et la cinquième mission, l'État n'est pas le seul à être en charge d'infrastructures de mobilité, c'est de s'assurer que les collectivités territoriales, qui sont les grands acteurs de la mobilité, chacune à leur niveau, les régions, départements en matière de voirie, et des ressources financières, des ressources techniques et des ressources humaines pour, en complémentarité les uns avec les autres, faire tourner le système de transport. Si j'en viens maintenant au sujet des opérateurs, ça peut être l'objet de vos questions. La DGITM opère la tutelle sur 4 opérateurs qui sont vraiment très différents. Donc il y a un petit échantillon là assez représentatif. Depuis l'agence de moyens, Franck Leroy a expliqué tout à l'heure l'économie de moyens de cette agence. On reviendra sur les chiffres. 4 ou 5 personnes pour 4 milliards d'euros. Donc agence très efficace. La Société des grands projets, qu'auparavant nous connaissions sous l'appellation de Société du Grand Paris, 1 millier d'effectifs, 5 milliards d'euros, un objectif clair, déployer le système du Grand Paris, et puis depuis la loi de la fin de l'année 2023, les services express régionaux métropolitains. Voies navigables de France, opérateur plus important, 4000 employés, un budget de 700 millions d'euros, l'entretien, le développement, la gestion, la valorisation de la voie d'eau. Et puis je n'oublie pas un petit opérateur, l'établissement public de sécurité ferroviaire, à Amiens, une centaine d'agents, là aussi on reviendra sur les chiffres, qui tient un rôle très très majeur via la délivrance des attestations de sécurité dans l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire. Troisième point, je pense que nous y passerons un tout petit peu de temps ensemble et vous aurez certainement des questions. Moi j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de critiques sur la FITF, mais en regardant en détail ce qu'est la FITF, en regardant en détail les textes qu'elle doit appliquer et ce que nous faisons, j'ai une conviction qui n'est pas que personnelle, c'est que la plupart des critiques qui sont adressées à l'agence ne viennent pas de son fonctionnement, là aussi le président et la secrétaire générale y répondront, ne viennent pas du respect des règles budgétaires, puisque tout ce que fait l'agence par définition est fait dans le plus pur respect des règles de la loi organique relative aux lois de finances, mais n'est pas non plus un sujet de transparence, puisque beaucoup des données de ce que fait l'agence sont publiques. Et donc en fait, je crois que la critique principale, qui est une critique politique et qui donc me dépasse, c'est la décision que l'État a prise en 2004 de recourir à des ressources affectées de manière pérenne pour assurer un peu de visibilité sur les infrastructures de transport et leur financement, dans une logique redistributive des recettes carbonées qui vont très majoritairement financer des investissements décarbonés. Dernier point en termes de pilotage, puisque je sais que c'est une question que votre commission se pose. Je pourrais y revenir. Les outils qui sont à la main de la DGITM sont d'une part la définition du cadre stratégique, les objectifs, sous le contrôle du Parlement bien sûr, mais nous les définissons. Le cadre financier, là aussi sous le contrôle du Parlement. Le cadre technique, qui fait plus appel au réglementaire. Des outils de contractualisation, des outils de participation au conseil d'administration ou de surveillance. Je suis, même si ce n'est pas un opérateur, le commissaire du gouvernement de la SNCF. La directrice des transports ferroviaires, fluviaux et des ports et commissaire du gouvernement de Voies navigables de France. On pourra revenir si vous avez des questions sur le rôle particulier de commissaire du gouvernement, mais qui a des pouvoirs, qui peut demander l'inscription de points à l'ordre du jour, qui peut s'opposer à des délibérations si elles ne vont pas dans le sens de la politique telle que définie par la loi. Et puis, il se trouve que c'est un peu la période, même si cette période touche à sa fin, nous déterminons pour ceux des managers qui sont exécutifs, leurs objectifs, nous nous assurons de leur réalisation, ce qui conduit à la détermination d'une part variable de leur rémunération. Voilà ce que je voulais dire en introduction un peu rapide, mais je pense que nous aurons l'occasion de développer tout cela. Et donc on termine par M. Valence pour le COI.
Merci Monsieur le Président. Donc deux signalements du point de vue des intérêts. Je travaille désormais, je remplis des missions pour le compte de Voies navigables de France, qui est donc un des opérateurs que vous avez à examiner aujourd'hui. Et par ailleurs, je suis membre invité en quelque sorte du conseil d'administration de l'AFIT, de même que le président de l'AFIT est membre du conseil d'orientation des infrastructures. C'est ce qui est prévu tout simplement par la loi. Alors, le Conseil d'orientation des infrastructures donc, a été créé par la loi d'orientation des mobilités donc en 2019. En fait, c'était la formalisation d'un besoin que le gouvernement et le pouvoir législatif avaient ressenti tout au long des années 2000, de pouvoir bénéficier d'une expertise et d'une construction de consensus dépassant les étiquettes politiques sur un certain nombre d'arbitrages à prendre en matière d'infrastructures de transport et sur un certain nombre d'orientations, de priorités à donner, non pas simplement entre les projets, mais aussi du point de vue des objectifs qu'on leur a signés. Je dis que ça venait après 2 décennies de ce besoin, parce que on a eu le schéma, le STIF, le schéma des transports et des infrastructures de France au début des années 2000. Il y a eu la commission Mobilité 21 qui avait été saisie par le ministre Frédéric Cuvillier avec la demande d'établir une revue des grands projets d'infrastructure, là aussi avec une composition politique transpartisane, des membres de la société civile qui avaient été associés. Et puis, il y avait eu en quelque sorte un conseil d'orientation des infrastructures première manière, dont la définition n'était pas prévue par la loi, qui était présidé par mon prédécesseur Philippe Duron et qui en 2018 avait remis un rapport formulant un certain nombre de recommandations en matière d'arbitrage dans les investissements pour les infrastructures, comme conseil du gouvernement et sur sa saisine. Et donc le législateur, en 2019, dans le cadre de la LOM, a estimé qu'il était nécessaire de donner un cadre pérenne à un organe de conseil saisi, et j'y reviendrai, par le gouvernement autant que de besoin, pour éclairer un certain nombre de ses choix. On pourrait très bien imaginer que le législatif puisse saisir aussi le COI, sous réserve d'ailleurs que certains des membres des 2 chambres y siègent, puisque c'est le cas. Et donc cette structure a été créée donc, par la loi en 2019 et j'ai été moi-même nommé président du Conseil en janvier 2021 et je viens d'être renouvelé dans ces fonctions il y a désormais 1 semaine. Le COI n'a pas de salariés. Il n'a pas d'existence permanente. C'est un organe de conseil qui se réunit uniquement sur saisine du ministre des Transports, avec une composition qui est fixée par décret, mais des nominations de personnalités qualifiées qui sont déterminées par arrêté du ministre des Transports. Et donc, pour ce qui vient en plus des personnalités qualifiées, les choix des membres sont effectués par des associations d'élus, par le Parlement. Il y a 3 sénateurs qui siègent au Conseil d'orientation des infrastructures et 3 députés. Et donc, sous ma présidence, le Conseil a remis 3 rapports. Il s'est réuni à très nombreuses reprises pour élaborer ces rapports dans un temps qui était sensiblement plus long et avec plus de latitude dans l'organisation des travaux que la démarche actuelle de conférence de financement des infrastructures. Le premier rapport a porté sur une évaluation de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire, qui avait été élaborée par les services de la Direction générale des infrastructures, des transports, des mobilités, avec bien sûr les socioprofessionnels en 2021, rapport que nous avons remis donc je crois à la rentrée 2021 et dont à ma connaissance la quasi-totalité des recommandations, que ce soit sur le niveau des aides publiques au fret, y compris sur le niveau de l'aide au transport combiné, sur la pérennisation de ces aides, sur la création d'une aide aux wagons isolés, toutes ces recommandations ont été suivies par le gouvernement et par le pouvoir législatif. Le deuxième rapport que nous avons remis, c'était en 2022, suite également à une saisine du ministre des Transports, concernait les attentes des territoires en matière d'infrastructure. Pour le dire autrement, il s'agissait de préparer les contrats de plan État-région à travers, là aussi, une sorte de premier arbitrage de la part d'une instance qui associe, encore une fois, des associations et des experts. Par exemple, il y a une représentante de FNE, mais aussi d'élus, de sensibilités politiques différentes. Et donc forcément, quand vous vous mettez d'accord entre des députés écologistes, des représentants des LR, des centristes, d'autres sensibilités politiques du Rassemblement national aujourd'hui et de LFI, eh bien ça a une valeur parce qu'on a pris le temps, on a à la faveur de dizaines
parfois de grosses dizaines d'auditions, d'essayer de se former un avis éclairé sur ces sujets d'arbitrage. Donc en 2022, on a remis ce rapport d'attente des territoires en matière d'infrastructure. On avait réalisé d'ailleurs de longs déplacements dans les différentes régions pour auditionner les présidents de région, les directeurs généraux des services, les directeurs des transports, et faire une sorte d'évaluation de ce qui nous était dit par les collectivités et par les préfets de région. Et puis le troisième rapport, c'est celui dont on parle toujours. En général, quand on dit le rapport du COI, on parle toujours de celui-là, mais il m'était loisible de rappeler les deux premiers. C'est le rapport sur la programmation des infrastructures. Il s'agit d'une mission qui, contrairement à ce qui a été le cas pour les deux premiers rapports qui faisaient l'objet d'une saisine dont le contenu avait été décidé par le ministre des Transports, ce qui est explicitement prévu par le cadre d'existence du COI, il s'agissait d'une saisine qui est prévue explicitement par la loi, c'est-à-dire une revue sur les projets d'investissement tels qu'ils apparaissaient dans des documents législatifs, en l'occurrence dans l'annexe de la loi d'orientation des mobilités, où il y a effectivement une liste des projets d'investissement dans les infrastructures de transport, liste qui avait été préparée par le rapport du COI de 2018 dont j'ai déjà parlé. Donc ce rapport auquel on a travaillé à l'automne 2022 et une partie de l'hiver 2022-2023 a été remis à la Première ministre en février 2023. Et c'est le rapport dont l'intitulé était, je crois, « Investir plus et mieux dans les infrastructures de transport pour réussir la décarbonation ». Donc on a parfois résumé avec ce message des 100 milliards pour le ferroviaire. Ça, c'était la réponse du gouvernement. Les recommandations du COI étant plutôt de privilégier les investissements dans les infrastructures existantes et d'être extrêmement économe dans le lancement de grands projets nouveaux, formulant c'est tout ce qui fait la valeur, je crois, d'organes comme ceux-là, qui sont souples, qui n'ont pas de moyens permanents, qui n'apparaissent donc pas dans les documents budgétaires, qui ne travaillent qu'à la demande, dont les moyens administratifs sont mis à disposition par la DGITM, par Bercy et par l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable pour la rédaction, eh bien on a pu formuler des recommandations qui n'étaient pas forcément faciles à porter dans le débat politique. Je pense par exemple à la priorisation du contournement ferroviaire de Lyon pour réaliser le projet de Lyon-Turin plutôt qu'au débat sur les voies nouvelles d'accès. Je pense aux doutes sur le calendrier de réalisation d'un certain nombre d'infrastructures comme la ligne nouvelle sud-ouest en matière de grande vitesse ou un certain nombre de contournements routiers comme celui de Nîmes par exemple. Donc quand on écrit ça et qu'on l'écrit à plusieurs et que c'est signé par tous avec des sensibilités différentes et avec le temps de cette plongée sur ces sujets, c'est une pierre qui est apportée dans le débat public, qui n'est pas toujours commode pour le gouvernement. J'ai présidé le Conseil à la fois comme élu régional pour la première partie, ensuite j'étais parlementaire, au moment où je le présidais, parlementaire de la majorité présidentielle, avant de redevenir simple conseiller régional comme je le suis aujourd'hui. Et je peux dire que j'ai toujours considéré que l'indépendance du Conseil, c'était une garantie de la valeur de ses travaux. Et dans les échanges que j'ai eus avec les gouvernements successifs, je pense avoir fait preuve avec l'ensemble des membres du Conseil d'une certaine indépendance et même parfois d'une certaine résistance à des mots d'ordre qui nous étaient passés. Voilà ce que je voulais dire tout simplement sur le sujet peut-être de l'AFIT, très brièvement avant de laisser la parole aux uns et aux autres et surtout à vos questions. Sur le sujet de l'AFIT, je dirais que l'organisation actuelle, la gouvernance actuelle des infrastructures de transport en France, elle est assez complexe et baroque. Mais elle vise à répondre à deux questions. La première, c'est comment évaluer et arbitrer. Et la seconde, c'est comment sécuriser et donc contrôler que ce qui a été arbitré et voulu est réalisé. Le COI ne se situe que du premier point de vue. Comment évaluer et arbitrer. On aide à arbitrer. C'est un aide au Conseil pour l'exécutif. Du point de vue de la sécurisation, l'AFIT a été une partie de la réponse à une sorte de constat que les sujets d'infrastructure de transport se pliaient mal à la règle de l'annuité budgétaire. C'est la réponse qu'a fait le législateur, la création de l'AFIT, à cette difficulté. Je pense qu'une partie, je le dis très sincèrement, et devant des parlementaires qui ne sont pas ceux qui ont voté l'amendement de suppression de l'AFIT, je sais dans quelle chambre je me situe, une partie des reproches qui sont faits à l'agence sont faits en réalité à la procédure d'information du Parlement sur les sujets d'infrastructure de transport. Aujourd'hui,
un certain nombre de débats, de textes même parfois, prévoient une présentation par le gouvernement d'axes, de stratégies en matière d'infrastructures de transport à des moments réguliers devant le Parlement. Ça ne se fait pas pour des raisons qui m'échappent, mais qui du coup donnent le sentiment aux parlementaires qui n'exercent pas un contrôle précis sur la façon dont les financements sont mobilisés pour des projets qui peuvent les concerner directement dans leur territoire. Et cette absence de réponse, ce sentiment de poser les questions presque au même point de renseignement que peut être celui d'un élu local, c'est l'expression, ça devient une forme de frustration, de sentiment que le Parlement est dépossédé de son pouvoir de délibération. Et c'est ce qui crée, vis-à-vis d'un objet comme l'AFIT, dont l'objet n'est absolument pas de déposséder les parlementaires de leur pouvoir, mais au contraire de sécuriser des décisions qui sont prises par le pouvoir politique dans le temps long, c'est ce qui crée cette hostilité ponctuelle. Mais à mon avis, elle trouve mal son objet à travers les propositions de suppression de l'agence. Très bien, messieurs, merci pour cette présentation. Je vais passer rapidement et maintenant la parole à Madame le rapporteur sur une première set de questions qui, évidemment, ouvrira aux autres collègues. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs. Je vais essayer de vous poser des questions précises pour avoir des réponses brèves, puisqu'on a en gros même moins d'une heure devant nous avant les questions. Donc, première question très spécifique au COI, mais qui appellera peut-être une réponse de la DGITM, c'est pourquoi est-ce que le COI ne figure pas dans le jaune budgétaire relatif aux commissions et aux instances consultatives? Et deuxième question, c'est qui écrit les rapports du COI? Si ce sont des agents de la DGITM, quel est le nombre de jours fonctionnaires mobilisés pour l'écriture de ces rapports? Alors, je vais essayer d'être bref. Vous avez remarqué qu'il m'arrivait d'être un peu diffluent. Sur le premier point, j'imagine que c'est parce que cette explication tient à ce qu'aucun moyen budgétaire n'est affecté de façon permanente au Conseil d'orientation des infrastructures. Aucun. Je le dis très, très sereinement. Et le fait que je sois seul aujourd'hui, que je dois probablement rédiger moi-même les réponses aux questions que vous m'avez adressées, c'est l'expression de cela. C'est-à-dire que le COI existe pour autant que le gouvernement le saisit et estime avoir besoin d'un éclairage à la fois consensuel et informé sur les sujets de transport. On pourrait, encore une fois, très bien imaginer que le Parlement puisse saisir le COI. Ce ne serait pas choquant dans l'absolu. Sur le deuxième point, sur l'écriture des rapports, donc ils sont nommés par arrêté ministériel et nommé par arrêté ministériel un rapporteur général qui est issu, et c'est de nouveau le cas cette fois-ci, de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, donc d'un corps d'inspection et pas de l'administration centrale au sens strict du terme. Et précédemment, dans la situation que j'avais eu à connaître et que mon prédécesseur Philippe Duron avait connue, comme aujourd'hui, dans le nouvel arrêté d'il y a quelques jours, c'est la présidente ou le président de la section transport de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable qui assure la rédaction de ce rapport, en lien avec deux rapporteurs généraux adjoints, un qui est issu de la Direction générale des infrastructures des transports et des mobilités, donc du ministère des Transports, et un qui est issu du ministère des Finances. Alors, ça, c'est la rédaction elle-même. Et évidemment, comme on a en général pour l'écriture des rapports du COI, je le répète, beaucoup plus de temps que dans le cas de la conférence de financement des infrastructures rebaptisée Ambition France Transport, on procède de manière très itérative sur le rapport en examinant à chaque rédaction, en faisant plusieurs passes de lecture avec les membres du Conseil pour être certain que chacun est en accord avec chacune des rédactions. Je pourrais quasiment vous citer page par page les choses qui ont été modifiées par les membres du Conseil. Ça n'est donc pas une instance où on vient pour auditer et ensuite personne ne se préoccupe de ce qui est rédigé dans les rapports. Donc en gros, c'est l'inspection générale du développement durable qui fait office de COI, enfin d'agent du COI. La section transport, on pourrait presque la calquer et ça serait les effectifs du COI. Ou à l'inverse, on pourrait dire qu'il n'y a pas besoin du COI puisqu'il suffit de solliciter l'inspection générale quand on a besoin d'écrire un rapport. À part l'histoire de la gouvernance, les 3 députés, 3 sénateurs, mais ça je mets ça à part. Mais sur le travail concret de ce qui est produit... Et les élus locaux. Et la gouvernance, c'est un autre sujet. On nous donne toujours ça comme argument. Il faut une instance pour se réunir, pour mettre la chèvre, le cochon, enfin tout le monde. Mais je dis juste que sur le travail concret des gens qui produisent, ce sont les agents de l'inspection générale. Qui rédigent. Qui rédigent, pardon.
Mais c'était juste ça que je voulais vérifier. Je voulais simplement préciser que si on considère que construire du consensus politique sur des arbitrages difficiles, vous savez, quand vous devez expliquer qu'un contournement routier ne doit pas être fait dans un territoire, quand vous devez expliquer que Clermont-Ferrand n'aura pas le TGV, puisque ça a été expliqué sur la base d'un rapport du COI, il vaut mieux avoir un niveau de consensus politique assez étendu. Donc, ça n'est pas l'inspection générale ou l'administration centrale qui, vis-à-vis d'élus nécessairement préoccupés de l'aménagement du territoire ou d'associations préoccupées de la décarbonation des transports, pour construire ce consensus. Voilà, je le dis juste. Et je voulais simplement, Madame la rapporteure, parce que je pense que c'est utile, mettre dans le débat un peu de parangonnage sur la gouvernance des transports. En Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, vous avez toujours quelque chose qui ressemble à un organe de conseil du gouvernement composé de personnalités issues du monde politique, du monde de la société civile et d'experts, des grandes collectivités territoriales, qui se réunissent de temps en temps pour formuler des avis ou des recommandations au gouvernement sur les arbitrages à réaliser en matière de grandes infrastructures de transport. Il y a des pays où cet organe a des moyens affectés. C'est le cas en Grande-Bretagne, par exemple. Et dans tous les pays que j'ai cités, cette entité, qui porte des noms différents, vient donc faire des propositions qui servent à nourrir quelque chose qui est de l'ordre de la loi de programmation ou d'un document pluriannuel qui ensuite est élaboré par le gouvernement, présenté et discuté devant le Parlement. Et on n'a pas cet élément-là en France aujourd'hui sur les infrastructures de transport. Et vous avez dans la plupart de ces pays également une agence qui perçoit des recettes affectées, destinées à sécuriser dans le temps long, adaptées aux infrastructures de transport, les décisions qui sont prises par le Parlement, en général, si je prends le cas de l'Allemagne, pour une durée de 10 ans, avec une évaluation à mi-parcours au bout de 5 ans, par l'organisme que j'ai évoqué, qui est composé à la fois d'élus et d'experts et de représentants de la société civile. Parfait. Et peut-être juste pour la DGTM, est-ce qu'il y a d'autres instances, comme ça, d'autres instances que le COI dont vous assurez plus ou moins peut-être le secrétariat ou le ministère, hein, si c'est pas vous et que c'est l'inspection générale, parce que je me souviens que, j'en ai déjà supprimé une qui ne se réunissait jamais, mais qui existait toujours dans les bleus budgétaires. Donc, est-ce qu'il reste plus que le COI ou il y a d'autres objets comme ça non identifiés que personne ne regarde parce que soi-disant ils coûtent 0, mais on l'a bien vu que le COI, en fait, ça coûte pas 0, ça coûte du temps inspection générale. Alors, je réponds à toutes vos questions, j'essaie d'être rapide. Pourquoi est-ce que le COI ne figure pas? C'est un oubli. Il devrait y figurer. Il devrait y figurer. Il se trouve que la DGITM n'a pas été consultée pour écrire ce document budgétaire, mais à la lecture de votre questionnaire, nous avons informé nos collègues du budget, de la direction du budget, de la nécessité de faire figurer le COI à côté des 5 autres comités dont la DGITM assure le secrétariat. Je ne répondrai que pour la DGITM. Le comité des usagers du réseau routier national, la commission consultative pour la délivrance de l'attestation de capacité, on est sur le fluvial, l'évaluation de sécurité des ouvrages routiers, les ponts, les tunnels, c'est important, la commission nationale des sanctions administratives comme dans tous les secteurs et la commission ferroviaire d'aptitude. Et puis pour finir de répondre à votre question, Madame la rapporteure, j'estime que l'agent mis à disposition du COI lorsqu'il travaille pour lui, c'est un ETP, temps plein, le temps du rapport. Parfait. Merci. Alors, si on va maintenant un peu du côté AFIT, il nous semble en tout cas qu'une agence est créée pour assurer une certaine autonomie de mise en œuvre de la politique publique. Donc, est-ce que pour vous, cette description s'applique à l'AFIT ? Quelles sont vos marges de manœuvre par rapport à l'administration centrale?
Et surtout, vous nous avez tous les trois mis en avant comme raison de création de l'AFITT le besoin d'avoir de la visibilité sur le temps long, sur la mobilisation des moyens. Pourtant, l'histoire récente des derniers exercices budgétaires mettent complètement en faux cet argument. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'AFITT en tant que telle, en tant que structure indépendante, se justifie toujours alors même, et là, il faudra peut-être m'expliquer la différence ou ce que fait cette personne. J'ai vu dans l'organigramme de la DGITM qu'il existe un directeur de projet chargé de la Conférence nationale de financement des mobilités. Donc, quel est son rôle par rapport à l'AFITT? Qu'est-ce que fait cette personne? Est-ce qu'il y a des gens avec lui? Parce que dans l'organigramme, il y a une case tout seul, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui suivent. Voilà, donc ces questions, on va dire, AFITT, DGITM. Je laisserai sur le dernier point Rodolphe Kings répondre, puisque je ne connais pas cette personne en ce qui me concerne. Simplement, effectivement, le terme d'autonomie est discutable, parce que l'objectif de l'AFITT, c'est d'assurer le financement des engagements pris par l'État. Donc il y a un lien entre l'État, un lien évident entre l'État et l'AFITT, qui est que l'AFITT n'engage des investissements qu'à partir du moment où l'État a signé des engagements, que ce soit des contrats de plan État-région, que ce soit des grands engagements sur des infrastructures de transport que j'évoquais tout à l'heure, une nouvelle ligne TGV, le canal Seine-Nord, enfin toute une série d'investissements extrêmement importants. Et l'AFITT n'a pas de pouvoir d'autonomie au sens où le président de l'AFITT et l'AFITT ne décident rien, au sens où ce n'est pas nous qui allons décider de financer pour le compte de l'État une infrastructure qui n'aurait pas été validée par le ministre des Transports, par la DGITM d'un point de vue administratif, et donc il y a quand même un lien qui existe entre les deux. Maintenant, ce qui est intéressant dans l'existence de l'AFITT, c'est que, exception faite d'une période assez ancienne aujourd'hui, l'AFITT est autonome dans ses financements. Je veux dire par là que l'AFITT ne perçoit pas d'argent du ministère des Transports, exception faite du plan de relance où il y a eu quelques financements qui d'ailleurs se terminent dans les années qui viennent. Mais pour le reste, l'AFITT bénéficie d'une série de taxes qui sont des taxes perçues, affectées à l'AFITT, dont le pouvoir, vous l'avez d'ailleurs à l'écran, si on regarde les taxes les plus importantes, la taxe la plus importante que nous percevons, c'est la TICPE, avec des volumes qui sont relativement importants. Je crois qu'on est à un peu plus d'1,2 milliard en 2025. Pardon, le chiffre 2025 ne figure pas, mais c'est une taxe qui se réduit au fur et à mesure, puisque cette taxe, elle est liée à la consommation de produits, de produits essentiellement d'origine fossile. On a ensuite des taxes d'aménagement du territoire qui sont prélevées sur les sociétés concessionnaires autoroutières, les amendes radars. On a une contribution volontaire des entreprises concessionnaires d'autoroutes, qui d'ailleurs taxe et contestée et qui nous vaut d'être régulièrement amenée en justice par ces sociétés autoroutières. Toute une série de redevances qui font qu'il n'y a pas de contribution du budget de l'État à l'AFITT. C'est-à-dire que si l'État fait des arbitrages sur son budget, normalement, il met à l'abri les finances de l'AFITT, de sorte que l'AFITT, indépendamment des arbitrages budgétaires de l'État, pourra continuer à financer des engagements sur lesquels l'État a pris des engagements et sur lesquels l'AFITT est amené à les honorer, à les payer concrètement. Donc il n'y a pas d'autonomie dans la décision, dans la mesure où ce sont bien des désengagements de l'État qui amènent l'AFITT à financer des investissements, mais en revanche, dans les moyens de l'AFITT, les recettes affectées par l'AFITT sont des recettes qui ne dépendent pas du ministère des Transports, exception faite effectivement, et ça apparaît sur le document en vert. Hein, vous avez vu qu'à partir de 2020-2021, dans le cadre du plan de relance, des financements à nouveau ont été engagés par l'État et transmis à l'AFITT. Pour le reste, il n'y avait plus, depuis 2015, de ressources venant du ministère des Transports. Peut-être 3 considérations en complément. La première un peu générale, sans vouloir donner le sentiment de jouer sur les mots. Le terme d'autonomie, je trouve, n'est pas complètement adapté. Au sens premier du terme, celui qui est autonomos, c'est celui qui décide lui-même sa loi. Ça ne peut pas exister dans notre organisation institutionnelle. Nous appliquons toutes et tous les lois de la République, celles que vous votez, mesdames et messieurs les parlementaires. À titre personnel, pour cet exercice sur les agences comme dans mon management quotidien, je préfère de très loin
le terme qui juridiquement et d'ailleurs dans les lois de la République est utilisé, de liberté et de responsabilité. L'autonomie des collectivités, c'est la liberté et la responsabilité des collectivités. Idem pour les universités en 2007. Pour moi, les agences, quand vous dites autonome, je traduis ça par elles ont une marge de manœuvre qui leur a été confiée par le pouvoir législatif dans un cadre qu'ils fixent. Ces recettes ne viennent pas, exception faite de celles qui figurent en vert, du ministère, mais elles sont votées par le Parlement tous les ans. Et tous les ans, le Parlement peut décider de les augmenter ou les diminuer afin de faire plus ou moins d'infrastructures de transport. À titre personnel, j'utilise beaucoup la dialectique de la liberté, beaucoup plus de marge de manœuvre que dans l'administration. C'était très bien dit par Claire Landais lors de son audition. Responsabilité parce qu'ils doivent rendre compte. Première considération que je partage avec vous. La deuxième, pour dézoomer, depuis la création de l'agence, le privilège de l'âge, comme Franck Leroy le rappelait tout à l'heure, est d'avoir assisté à la création de l'agence et de pouvoir détenir des séries longues. Faites abstraction, même si peut-être que nous y reviendrons, sur la grande barre tout à gauche, qui est le produit de la dotation en capital liée à la vente des sociétés d'économie mixte de concessionnaires d'autoroutes. Peut-être que nous y reviendrons, ça fait écho à des débats actuels. Mais quand on dézoome, vous voyez que nous sommes plutôt sur une augmentation de manière très intéressante avec des recettes qui sont de plus en plus carbonées pour financer des dépenses qui le sont de moins en moins. Je pourrais revenir sur la planche suivante. Et effectivement, en 2024, l'agence a participé à l'effort de redressement, c'est-à-dire que ses recettes ont été diminuées et ses dépenses aussi par rapport à ce qui était initialement prévu. De même en 2025, mais lorsqu'on dézoome sur le temps un peu long, cette contribution de l'agence au rétablissement des comptes publics ne fait pas échec, je crois, à ce pourquoi elle a été créée, assurer dans le temps long de la stabilité. Et pour le dire autrement, comme tous les secteurs de l'État qui investissent, la justice, la sécurité, les armées, il y a une forme de programmation pluriannuelle qui permet à tout un système industriel de maîtrise d'ouvrage, de bureaux d'études, des femmes et des hommes qui sont là et qui ont besoin d'un peu de stabilité, de savoir ce sur quoi ils vont travailler, puisque comme le président Leroy l'a rappelé, ces infrastructures mettent beaucoup de temps à sortir de terre. Et puis dernier point, j'ai effectivement auprès de moi un collègue qui s'appelle Antoine Comte-Bello, que j'ai recruté pour nous aider à nous coordonner nous-mêmes en interne, pour produire les éléments de contribution, les fameux livrets que celles et ceux qui président les ateliers ont à leur disposition. Antoine intervient uniquement pendant le temps de la mission d'Ambition France Transport et comme l'a dit le président Leroy, sans que nous nous soyons concertés, Antoine et la FIF n'interagissent pas ensemble. Alors juste parce que Ambition France Transport, moi ça m'avait échappé, c'est à quelle structure, enfin c'est à quelle nature? C'est pas de nature, une conférence lancée par le ministre. C'est la conférence de financement. Donc on est capable en fait de faire des structures très souples qui n'ont pas besoin d'avoir de responsabilité juridique quand on veut faire discuter les uns et les autres. Donc je ferme cette parenthèse. Une question sur l'articulation entre finalement les services déconcentrés du ministère via les DREAL et l'AFIT dans le financement du volet mobilité des CPER. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous semble que c'est la manière la plus efficace d'avoir deux entités publiques qui interviennent sur ce volet? Et est-ce que ça ne serait pas judicieux de tout recentrer sur les DREAL? Alors, deux entités publiques si on veut. Effectivement, l'engagement de l'État dans le cadre des CPER est pris par l'État, souvent le ministre des Transports, qui, une fois qu'il a signé un engagement, va s'assurer qu'évidemment, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France honorera les engagements qu'a pris l'État. Ça existe comme ça depuis un certain nombre d'années, depuis que l'AFIT finance la part de l'État des CPER. Il y a un engagement qui est pris toujours par le pouvoir politique. L'AFIT n'a pas de rôle politique au sens où l'AFIT ne fait qu'exécuter, que mettre en œuvre, que financer des décisions qui ont été prises par le gouvernement, par le représentant du gouvernement qui, sur les CPER, est toujours le ministre des Transports. Donc il n'y a pas... il n'y a pas de discussion avec le président de l'AFIT. Le pouvoir du gouvernement est
est souverain, il est sous le contrôle du Parlement, mais l'AFIT ne fait qu'exécuter. L'AFIT est donc un exécutant, tout comme le COI intervient en amont des choix du gouvernement parce qu'il va pouvoir éclairer par sa capacité à créer un dialogue interpartisan sur les grandes infrastructures de transport, va éclairer, va donner des directions. L'État va choisir un scénario, c'est ce qu'a fait Elisabeth Borne en 2023. Et ensuite, l'AFIT interviendra bien après quand il s'agira de, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, de passer à la caisse, c'est-à-dire que le jour où les travaux vont commencer, le jour où il va falloir financer des études, le jour où il va falloir financer des travaux sur un certain nombre d'années, c'est bien l'AFIT qui va s'assurer que tous les engagements pris par l'État, et c'est important, sont honorés. J'ajoute que dans le fonctionnement de l'AFIT, la moitié des membres de l'AFIT sont des représentants de l'administration de l'État, l'autre moitié, il y a 2 parlementaires, un sénateur, un député, il y a 4 personnalités représentant des collectivités territoriales qui sont souvent, même toujours, des autorités organisatrices des mobilités, donc concernées, et puis 3 personnes qualifiées. Mais en dehors de ça, donc, il y a un équilibre et une discussion qui s'opère entre les différentes directions de l'État et les représentants des collectivités territoriales qui sont toutes en charge de gestion d'infrastructures de communication, de services de transport, pardon. Et donc, je trouve plutôt sain que l'État confie la présidence d'un organisme comme l'AFIT à quelqu'un qui n'est pas de la sphère de l'État, mais qui, pour le coup, représente les partenaires de l'État que sont les collectivités territoriales. Ce qui, quelque part, donne de la transparence au sens visibilité sur la manière dont l'État finance les infrastructures de transport. On pourrait imaginer que l'État fasse ça dans son coin sans rendre compte à quiconque. Le choix qui a été fait, c'est le choix à la fois pour sécuriser ses financements sur le long terme, mais aussi d'une parfaite transparence, puisque tout se retrouve dans le rapport. Nous sommes auditionnés par les commissions du Parlement. Alors, exception faite du dernier budget, puisque les conditions de préparation du budget à l'automne dernier ont fait que quand les 2 présidentes de commission m'ont contacté, j'avais pas le début du commencement d'un budget, donc c'était pas la peine de venir présenter ce budget aux commissions compétentes. Non, moi, évidemment, on est à disposition totale du Parlement quand celui-ci souhaite nous auditionner. Juste pour comprendre, donc vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes 4 à l'AFIT, donc les 4 permanents de l'AFIT sont en capacité de pouvoir regarder dans le détail, donc du coup le volet mobilité de tous les CPER, et dans les DREAL, combien de personnes s'occupent de ces sujets? C'est moins d'un ETP par DREAL, c'est 0,5 ETP, enfin c'est juste pour avoir une idée, parce que soit vous êtes extrêmement productif, soit en fait finalement vous n'avez pas le temps de pouvoir vous plonger dans le détail comme le font les DREAL de l'autre côté. Enfin, voilà, c'est juste pour essayer de comprendre vraiment, parce que j'ai compris les arguments que vous posez. Peut-être juste sur ces CPER. D'abord vous dire que le travail des DREAL, il se trouve qu'en ce moment il est en pleine actualité, puisque des contrats de plan État-région sont en train d'être signés. C'est d'assurer la partie technique à l'appui des préfets pour négocier les contrats de plan État-région. Celui de la région Grand Est a été signé il y a quelques semaines, Monsieur le Président. Voilà. C'est eux qui sont à la manœuvre opérationnellement sur le terrain pour définir, choisir, sélectionner les bons projets sous l'autorité du préfet qui lui-même reçoit un mandat de la Première ministre en l'occurrence, puisque pour cette génération d'avenants, c'est Elisabeth Borne qui avait donné les mandats. Le rôle de l'AFIT, il est un rôle central. Et donc, la question qui peut se poser, c'est l'AFIT versus notre propre administration. L'AFIT opère la répartition financière qui permet d'assurer la réalisation des contrats de plan, et ensuite nous, à la DGITM, nous opérons la répartition région par région, nous déléguons les crédits comme nous pourrions le faire, ou comme nous l'avons fait d'ailleurs pendant les quelques années où il n'y avait pas de système d'affectation pour le financement des mobilités. Entre 2002 et 2004, 3 années, les crédits étaient des autorisations de programme, puisqu'à l'époque nous n'appliquions pas encore la LOLF, et des crédits de paiement répartis par l'État, les prédécesseurs de la DGITM, la direction des routes, la direction des transports terrestres, dans les services déconcentrés comme on le fait aujourd'hui. Le rôle de l'agence est de s'assurer qu'il y a une adéquation entre l'ambition politique, les CPER, et les moyens financiers, les différentes ressources qui sont affectées. Et ensuite, nous faisons ça ensemble. Ils nous passent la main, entre guillemets, pour répartir les crédits, puisque ça me permet d'introduire cette notion. Les sommes reçues par l'agence sont
après le vote des conventions financières par le conseil d'administration, transformer pour la partie qui transite par le budget de l'État, le programme 203 en fonds de concours, qui eux-mêmes sont répartis comme tous les crédits, et pour la partie des grands projets qui sont mis en œuvre directement par les maîtres d'ouvrage, Voies navigables de France, SNCF Réseau, sont directement versés sous la forme de subventions maîtres d'ouvrage. Comme le temps passe. Je sais pas si... Je crois que M. Valence voulait dire, ouais. Et comme ça, je vous laisse vous inscrire auprès du président. Oui, sur le sujet des déclinaisons CPER, on a un bon exemple de la raison pour laquelle l'agence a été créée. Chez beaucoup d'opérateurs de l'État ou d'entreprises publiques ou d'EPIC ou même de SA qui sont amenés à investir massivement pour réaliser des infrastructures de transport, la décision d'engager réellement les moyens ne commence qu'à partir du moment où il y a une convention de financement. Un contrat de plan État-région pour SNCF, ça ne vaut pas commande pour SNCF Réseau de lancement des travaux. Et donc, une société comme SNCF Réseau a besoin qu'il y ait qu'une convention soit signée et que, si possible, elle soit signée par une structure qui lui assure que dans 2 ans ou 3 ans, puisque en général, quand on programme des grands investissements, y compris en termes de régénération du réseau ferroviaire, ça se programme à 2 ou 3 ans. Quand on mobilise des moyens au minimum, comme une suite rapide, il y en a très peu en France, ils ont besoin de ce délai. Et donc la signature par une agence qui sécurise ces recettes des conventions, c'est une façon pour eux d'être certains que les travaux seront effectivement financés. Et ça me permet d'insister sur un point qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, mais qui, en matière d'infrastructure de transport et dans la décision de cette architecture dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait apparaître baroque, effectivement, quand on y prête attention, mais il faut essayer d'en comprendre le sens, et c'est ce que vous faites à travers vos questions, c'est qu'il y a un coût de l'atermoiement en matière d'infrastructure de transport. Et il est particulièrement élevé. C'est-à-dire que quand vous lancez, et on a évidemment des exemples récents, mais qui sont liés à d'autres processus institutionnels, mais quand vous lancez des investissements et que vous avez des équipes projets, par exemple chez un gestionnaire d'infrastructure comme SNCF Réseau, qui se mobilise pendant plusieurs années pour réaliser un investissement, et que tout à coup, si on est soumis à la nullité budgétaire de façon extrêmement stricte, pour telle ou telle raison et telle ou telle priorité, qu'on peut comprendre, c'est le législateur qui tranche et qui arbitre et qui décide, tout à coup on se trouve à différer la réalisation d'un projet, ça a un coût pour les finances publiques qui est considérable. Et on pourrait, projet par projet, en apporter une démonstration très précise, y compris dans le cadre qui est aujourd'hui le nôtre, et dont vous avez noté à travers vos questions qui n'était pas complètement sécurisant, je veux bien vous le reconnaître. Un simple point peut-être pour préciser la spécificité du travail du COI par rapport à ce que vous disiez, des événements ponctuels comme Ambition France Transport, une structure qui travaille pendant 2 mois, qui est mobilisée à travers 4 ou 5 ateliers de demi-journée pour identifier des financements, n'est pas une structure qui pourra examiner et construire du consensus dans l'arbitrage de projets précis. Quand vous regardez le rapport du COI de 2023, c'est un projet dans lequel on dit faut-il faire ou non le contournement routier de Tarascon sur Ariège, faut-il faire ou non la remise en eau de Briard. Et évidemment, ce sont des sujets extrêmement techniques, mais qui en même temps ont besoin d'un regard qui n'est pas seulement technique et administratif, dans lequel il y a une question de conseil en matière d'intérêt public, représentant des sensibilités différentes, qui doit être apportée, en tout cas c'est l'avis de ce qui se passe à l'étranger, dans d'autres pays, qui doit être apporté au gouvernement pour décider en connaissance de cause et qui pourrait être apporté aux législateurs de façon évidente. On va laisser la parole aux collègues. Donc j'ai Pauline Martin et Hervé Moret qui souhaitaient vous interroger. Moi, j'ai juste une question extrêmement précise. Monsieur Leroy, tout à l'heure, vous avez parlé, mais j'ai peut-être eu un moment d'absence du cadrage, là-dessus, j'ai pas de souci, et de l'évaluation avec une participation variable des rémunérations. Est-ce que vous pouvez nous... ou alors... Pardon. Bah oui, c'est vous. Excusez-moi. Ah oui, c'est vous, pardon. Excusez-moi. Oui. Dans la pratique de ce qu'on appelle la tutelle, mot que, à titre personnel, j'aime pas beaucoup. Vous avez compris que j'aime le sens précis des mots. Je préfère parler de pilotage.
l'un des outils à la main de tous les responsables d'administration vis-à-vis de leurs opérateurs, c'est de fixer des objectifs chaque année. Hein. La réalisation de ces objectifs donne lieu à une évaluation chiffrée qui déclenche une part variable, ce qu'on appellerait un bonus dans un autre univers, une part variable, tout comme moi j'ai une part variable qui dépend de l'atteinte des objectifs que le ministre me fixe chaque année. Voilà, ça fait partie des outils, c'est pas nécessairement le plus spectaculaire, mais quand on veut aligner une stratégie avec une équipe de management, savoir que la numéro 1 a une feuille de route avec des objectifs quantitatifs et que sa rémunération dépend en partie, ça peut être utile. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je suis tenu de déclarer d'éventuels conflits d'intérêts, mais comment on les connaît? Écoute, je vais donc rappeler que je suis rapporteur spécial du budget de la mobilité et que je suis copilote de l'atelier route dans cette fameuse conférence des mobilités dont l'existence est destinée à ne pas dépasser le mois de juillet. Moi, je crois que d'une manière générale, ce qu'on reproche aux agences, c'est qu'elles ont parfois des coûts élevés et pas toujours utiles, qu'elles sont souvent des sources de démembrement de l'État qui créent un peu des confusions et qui alourdissent les processus décisionnels. Et je crois que dans le cadre du COI ou dans le cadre de l'AFIT, on n'est pas du tout dans cette situation. Moi, j'ai siégé dans le tout premier COI, c'est-à-dire celui qui n'était pas inscrit dans la loi, mais celui qu'avait mis en place Elisabeth Borne, ministre des Transports, justement pour faire un peu le tri dans tous les investissements qui avaient été annoncés à l'époque Hollande ou Sarkozy et qui n'étaient pas du tout financés. Il a fallu faire des choix, il a fallu hiérarchiser. Et très honnêtement, ce ne sont évidemment pas les équipes mises à disposition du COI qui l'ont fait. Pas plus que dans une assemblée parlementaire, ce sont les fonctionnaires qui font les choix. Ils préparent, ils proposent, et ensuite les élus, et on peut assimiler ça au fonctionnement du COI, font les choix qui, comme l'a rappelé David Valence, sont des choix politiques. Après, il appartient au gouvernement de suivre ou de ne pas suivre, mais je crois qu'il ne faut pas réduire le rôle du COI simplement à l'expression de corps de l'État. Sur la FIT, alors on peut faire un certain nombre de reproches à la FIT, effectivement, sur la transparence. Moi, je me souviens d'un précédent secrétaire général, je le dis, je ne vise pas madame ici présente, j'avais mis fin à l'audition que je menais en tant que rapporteur parce qu'il était juste capable de me dire je ne peux pas vous répondre, le budget de la FIT n'est pas adopté, ce qui était un petit peu contrariant et agaçant. Le directeur général sait que je peux être irritable et donc il imagine que j'avais été très vite irrité. On peut dire que la gouvernance pourrait peut-être être améliorée, on peut regretter que dans le passé on ait vu que des crédits n'étaient pas consommés, c'est toujours agaçant en matière budgétaire. On peut faire des tas de reproches à la FIT, mais je pense que, ça a été dit, mais que la vertu de la FIT, c'est quand même d'avoir des crédits qui sont affectés à la mobilité et qui ne peuvent pas être tout d'un coup dirigés tout à fait sur autre chose. Alors pour nuancer ce qu'a dit le Président, il y a quand même des niveaux qui peuvent être modulés par la loi de finances, notamment sur la TICPE, c'est l'État qui va, enfin le Parlement qui va décider de... Bon. En revanche, il y a des recettes qui sont, quoi qu'il arrive, affectées, notamment le milliard un peu plus qui vient des sociétés d'autoroute. Quoi qu'il arrive, ça arrive à la FIT et on est certain que ça restera dans le budget mobilité au sens large, à charge pour évidemment l'État de dire si ça ira plus sur le ferroviaire ou le routier. Donc à une époque où on a quand même besoin d'avoir de la visibilité sur la régénération des infrastructures, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée et je pense que demain on risque d'avoir peut-être encore plus besoin d'une structure de ce type, alors celle-là ou une autre, parce qu'on voit bien, sans aller à la conclusion de la conférence de financement des mobilités qui ne fait que démarrer, que le Premier ministre, par exemple, a clairement repris l'idée qui est celle du rapport de la Commission des finances, de dire qu'il faudra peut-être qu'à terme, une partie de l'argent des autoroutes soit récupérée pour aller sur soit l'ensemble des mobilités, soit à minima la voirie qui n'est pas de la voirie concédée. Et ça, si on veut être sûr que l'argent qu'on peut demain récupérer des péages n'est pas affecté à une autre politique que la politique des mobilités, il y aura, quoi qu'il arrive, besoin d'une structure pour assurer cela. Donc voilà, c'est peut-être que je suis en conflit d'intérêts, mais je suis plus aujourd'hui en position d'avocat que de procureur. Est-ce que
Juste pour rebondir sur les propos du président Moret, 2 planches, donc la deuxième que vous n'avez pas encore vue, c'est une question que vous avez posée, les dépenses de personnel de fonctionnement, de manière un peu facétieuse, je les ai représentées, vous ne les voyez pas. Il faudrait plus qu'une loupe, il faudrait même en réalité un microscope pour vous faire, sur les 4,3 milliards, hein, ça c'est la dépense 2024, vous faire représenter les voilà, enfin, la FIT. 0,02% de... Voilà. Donc, 1, on ne les voit pas. 2, si, elle est dans mon questionnaire. 2, la remarque du président Moret me fait revenir sur cette planche pour effectivement peut-être dans la pédagogie, et je crois que ce qui manque en réalité, c'est peut-être d'ailleurs une conséquence du dimensionnement de l'agence extrêmement économe, c'est que l'agence n'explique probablement, et nous, pas assez comment ça marche. Donc, je profite de la tribune. Là, le Parlement vote chaque année les ressources qui sont des ressources fiscales. La TICPE est une ressource fiscale, elle est votée chaque année. La taxe sur les exploitants des infrastructures de transport de longue distance, qui a un nom barbare, qui est en hachuré jaune et vert, puisque le jaune c'est l'aérien, le vert, ça doit être jaune et gris d'ailleurs, jaune et gris, moitié autoroute, moitié aérien, c'est voté chaque année en loi de finances. La taxe d'aménagement du territoire, bleu ciel, est votée en loi de finances. Le reste, ce sont des ressources dites propres. La contribution volontaire exceptionnelle versée par les sociétés d'autoroutes. La redevance domaniale, où est-ce qu'elle est, en bleu foncé, tout en bas, voilà. Celles-ci, ces recettes ne sont pas votées chaque année. Donc dans la version que je vous communiquerai pour votre rapport, je vous distinguerai peut-être clairement celles qui sont votées chaque année, mais le Parlement vote pour aller jusqu'au bout de la logique. La loi organique est faite ainsi. Ce vote a lieu en première partie, avec toutes les taxes affectées, alors que le débat sectoriel sur les mobilités est un débat de seconde partie. C'est la seule petite limite, mais bon, je pense que les parlementaires aguerris savent raccrocher les wagons, comme on dit dans le secteur des mobilités. Justement, vous venez alors de nous tendre la perche pour vous interroger plus précisément sur les dépenses de personnel de la FIT, parce que dans le jaune budgétaire, elles sont de 70 000 €. Donc j'ai du mal à croire que rien que le salaire de la secrétaire générale chargée rentre dans l'enveloppe de 70 000 €. Et comme il y a 4 personnes, je pense qu'il doit y avoir un problème de renseignement du jaune. C'est juste une remarque. Alors c'est juste parce que ça représente les indemnités du président et de l'agent comptable. Et ça ne comprend pas qu'ils sont du titre 2. Donc c'est juste, et en fait, comme les personnels sont mis à disposition, c'est du fonctionnement, donc ça n'apparaît pas non, dans le document que vous citez. Oui, les personnels... On vous l'a mis, hein, donc dans le questionnaire, on vous a fait la partie, par exemple, l'année dernière, ça représentait pas tout à fait 400 000 €. Oui, les personnels sont mis à disposition et donc remboursés par la FIT au ministère des Transports pour le coup. Donc la rémunération n'apparaît pas. En fait, il faudrait ajouter pour voir mieux les rémunérations, il faudrait identifier les remboursements que la FIT fait au ministère des Transports. Disons que, là, cet exemple met clairement en avant une sorte de faille des jaunes budgétaires, puisque le personnel, c'est le personnel. Et pour le citoyen qui voudrait regarder ça, c'est juste incompréhensible de savoir que certains, c'est du titre 3, d'autres, c'est du titre 2. Et c'est illisible, en fait. Là, on se parle en expert. Je ne sais même pas si quelqu'un qui nous regarde sait ce que le titre 2 ou le titre 3. Et donc, si on veut que les jaunes budgétaires aient un vrai rôle d'information du Parlement et du citoyen, il va falloir qu'on améliore. Et votre exemple est marquant, en fait, puisque ça paraît juste crédible pour personne quand on voit, même s'il y a très peu de personnel, 70 000 €, ça ne colle pas. Et une autre petite question un peu... Tout à l'heure, vous nous avez dit que le COI siège dans le conseil de la FIT et que la FIT siège dans le COI, dans la composition. Finalement, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas qu'une seule structure ? Que la FIT absorbe, entre guillemets, le COI, et ce qui n'empêcherait pas que la FIT puisse rédiger, ou le contraire. Mais comme vous existez pour l'instant même pas ni dans un jaune ni dans rien, peut-être que le COI...
Oui, dans le monde des transports, mais dans la culture administrative. Non, et ce qui n'empêcherait pas que du coup on puisse continuer toutes les missions de l'AFITT en ayant toujours le même procédure de recours aux équipes de l'IGEDD. Alors on peut tout imaginer en théorie. C'est vrai que je précise simplement, et évidemment David pourra le compléter, que le COI intervient et n'existe quand il est sollicité par le ministre. Il n'a pas une existence permanente. Il est sollicité pour des missions particulières qu'il a toujours remplies. Il n'a pas du tout de structure pérenne à ses côtés. Et il intervient pour conseiller, pour mener des études en amont de décisions politiques. Alors que le rôle de l'agence est complètement différent. L'AFITT est en quelque sorte une agence comptable qui va, une fois que les engagements sont pris par le ministère, assurer les partenaires de l'État, que ce soit la SNCF, que ce soit Voies navigables de France, que ce soit les collectivités territoriales par lesquelles l'État est lié par des CPER notamment, va assurer du financement comptable en quelque sorte de ces investissements. Donc c'est vrai qu'on opère tous dans la même dimension qui est celle des infrastructures, mais il y en a un qui intervient, le COI, en amont de la décision politique et l'autre qui intervient en aval. Alors faudrait-il rapprocher les deux? Le débat est ouvert, mais c'est vrai qu'on ne fait pas du tout la même chose dans l'un ou dans l'autre. Nous, on fait faire du contrôle budgétaire, on s'assure, on passe au conseil d'administration des conventions financières qui nous lient avec un certain nombre de porteurs de projets, là où le COI apporte sa réflexion sur l'avenir des transports à 10 ans, à 15 ans dans notre pays, les choix qu'il conviendrait de faire, le gouvernement faisant... évidemment, il y a toute liberté pour opter pour ses propres choix politiques, mais néanmoins éclairé, et je crois utilement éclairé, par le travail fait en amont par le COI. Alors, si vous décrivez l'AFITT comme simple agence comptable, quel est l'intérêt d'avoir un conseil d'administration avec des parlementaires et des représentants de collectivités si, de toute façon, en fait, vous êtes juste là pour contrôler des factures? Enfin, je ne connais pas d'autres agences comptables qui aient un conseil d'administration. La stratégie du COI. Non, On ne se contente pas de regarder les factures. On engage l'AFITT avec un certain nombre de partenaires que sont, par exemple, SNCF Réseau, que sont Voies navigables de France ou d'autres. Donc, on acte des engagements qui vont avoir une force exécutoire pour le compte de l'État dans les années qui viennent. Et le premier intérêt, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, parce qu'on dispose de recettes affectées et parce qu'on dispose de recettes qui ont été votées par le Parlement, on est en mesure de vérifier que tous les engagements qu'on signe sont bien gagés par des fonds disponibles, ou à l'instant T, ou dans plusieurs années. Oui, d'abord je voulais préciser qu'en dehors des saisines explicites, il y a des consultations régulières qui sont plus de l'ordre de l'informel de certains des membres du Conseil par le ministre des Transports. Et c'est un point important. Parce que, encore une fois, le rôle du Conseil, le sénateur Morel l'a dit très justement, c'est de proposer un certain état de consensus politique sur des arbitrages techniques, mais dont on pense qu'ils n'ont pas vocation à être proposés au ministre seulement par des techniciens, si je résume la formulation. Et du reste, les deux derniers... Oui, les trois derniers ministres des Transports connaissent bien le Conseil puisqu'ils y ont siégé à divers titres les uns et les autres et qu'ils ont pu se faire de cette méthode de construction d'arbitrage une idée assez précise. Cette hypothèse d'un rapprochement des deux, je pense que jusqu'à présent le législateur ne l'a pas imaginé parce que le rôle de Conseil, c'est un rôle dans lequel on doit se sentir assez libre par rapport à ce que pourrait être la volonté de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir éclairer en connaissance de cause et avoir cette garantie de détachement qu'on doit avoir dans un organe de conseil de ce type. Je pense que pour ce qui est de l'agence, qui vise finalement à mettre en œuvre des politiques de l'État, on n'est pas tout à fait dans le même positionnement institutionnel. Et c'est ce qui justifie, à mon avis, cette séparation. Même si pour tout vous dire, il m'est arrivé, je parle en toute sincérité devant une commission d'enquête, il m'est arrivé à une reprise d'envisager un rapprochement des deux organes quand j'avais comme interlocuteur de président de l'AFITT un ancien Premier ministre de la République, Jean Castex, et que je me trouvais dans un rapport de dialogue
du Conseil à l'exécutant qui était un petit peu disproportionné du point de vue du dialogue. Donc il m'est arrivé de proposer des évolutions. Mais c'était lié aux personnes qui incarnaient ces fonctions bien plus qu'à un raisonnement institutionnel où je pense que le positionnement vis-à-vis du gouvernement n'est pas le même. Oui, si je peux préciser sur ce point, la notion de liberté est importante. Le COI a une pleine et entière liberté pour proposer un certain nombre d'options. L'AFIT ne l'a pas. Et ne doit surtout pas l'avoir, parce que ça voudrait dire que si demain le président de la FIT peut ne pas financer des engagements que l'État a pris, il y aurait pour le coup un hiatus énorme. Nous, on est au contraire tenus par les engagements de l'État et on s'assure que ces financements sont au rendez-vous à l'instant T. Et ça, c'est extrêmement important. Donc on n'a vraiment pas du tout le même statut de ce point de vue. Et j'allais dire qu'on ne peut pas imaginer que si effectivement, pardonnez-moi l'expression, mais si le COI était la botte du pouvoir, le CAE ne servira à rien, parce que par définition, j'allais dire, sa ligne de réflexion serait prédéfinie. Elle ne l'est pas. Pour les calendriers de travaux, moi, il m'est arrivé d'être saisi par le ministre un 7 octobre pour remettre un rapport au nom du Conseil le 15 novembre, d'être invité à un événement public avec des journalistes où j'avais essayé d'échanger avec le ministre sans le pouvoir et le ministre annonçant que c'était le 15 novembre et moi disant devant les journalistes nous remettrons le rapport le 15 janvier. Voilà. Donc et c'était à l'époque où j'étais parlementaire de la majorité présidentielle. Donc c'est important de pouvoir être dans cette indépendance et c'est un peu la crédibilité du Conseil qui est engagée sur ce positionnement. Alors pour ceux qui l'incarnent à différents titres, c'est pas toujours extrêmement confortable. Vis-à-vis du gouvernement, y compris quand ils sont censés le soutenir, mais c'est une exigence d'indépendance qui me paraît importante si on veut que les avis du Conseil, y compris sur des projets qui peuvent apparaître ponctuels, mais qui dans certains territoires sont extrêmement sensibles, pour que ces avis aient une certaine valeur. Je peux peut-être me permettre une dernière question. Est-ce que vous avez, au-delà de l'AFIT et du COI dont on a beaucoup parlé cet après-midi, le sentiment que tout le temps, l'organisation des transports entre l'administration centrale, l'administration déconcentrée et les multiples opérateurs est lisible pour les entreprises et pour les collectivités. Je vais juste vous donner un exemple, sauf à ce que ça ait changé. Pour ce qui concerne la Seine, si on est du côté de la Seine qui tangente Paris, c'est Aropa. Si on est de l'autre côté de la Seine, c'est VNF. Enfin, franchement, et c'est la même eau qui coule, hein. Sauf qu'il y a une berge qui est VNF et l'autre berge qui est Aropa et précédemment Port de Paris. Et je suis sûre que chacun pourrait donner des exemples qui sont plus proches de son territoire. Voilà, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui le système est rationnel et efficace, efficient, tel qu'il fonctionne? Et ça, du coup, je pousse un peu dans ce que vous avez peut-être pu remettre dans votre... je sais pas comment ça s'appelle, la feuille de route, truc des politiques publiques, là, comment ça s'appelle? Revue des politiques publiques. C'est redoutablement difficile votre question, puisque vous demandez à celui qui est en charge de mettre en œuvre cette politique de dire si en gros, chez lui, c'est le jardin à la française ou pas. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Votre exemple est exact. J'en connais d'autres. Nous avons progressé. Je pourrais vous donner un autre exemple qui a été réglé il y a une petite dizaine d'années. Jusqu'en 2012, sous le contrôle de mon voisin de droite, VNF donc Voies navigables de France, était un tout petit établissement public qui avait sous son autorité fonctionnelle des agents de l'État qui étaient sous l'autorité hiérarchique de services de l'État. Voilà. Le législateur a décidé de réunifier tout ça en 2012, hein, c'est bien ça David, voilà, pour créer une agence. Bon. Je suis sous serment, donc je ne peux pas vous dire que tout est réglé de la sorte partout. Et donc, le système des transports, il a sa forme de complexité. La première des complexités étant les interfaces entre les autorités organisatrices, les opérateurs, etc. Bon. Est-ce qu'il faut en conclure que la gestion de cette complexité, la pédagogie, l'explicitation doivent être améliorées? Je pense que oui. Est-ce qu'il faut en conclure qu'il faut, comme dans certains pays, certains États, une grosse boîte qui fait tout? C'est pas ma vision, c'est pas ma conception, mais de toute évidence, oui, il y a de quoi améliorer les interfaces, les simplifier lorsqu'elles ne sont pas justifiées ou justifiées par le fruit de l'histoire il y a longtemps, etc. Mais attention, toutes les interfaces ne sont pas nécessairement à supprimer. Le jour où vous avez supprimé toutes les interfaces, vous avez une énorme boîte, et si elle est noire, vous n'y voyez plus rien.
avec votre autorisation, Madame la rapporteure, quand je parlais d'une architecture baroque, je ne voulais pas forcément dire qu'elle était complexe. Elle est baroque quand on la regarde de l'extérieur. Il n'y a pas non plus dans le secteur des transports des dizaines et des dizaines d'opérateurs ou de personnalités morales ou d'instances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec mes voisins, on se croise souvent. Il y a assez peu d'instances de ce type et d'opérateurs dans le monde des transports et des infrastructures de transport. Et du reste, la complexité que vous pointiez à juste titre sur l'axe fluvial Seine, on pourrait la retrouver parfois au sein de certaines entreprises de transport. Et si vous avez ici, sénateurs que vous êtes, connaissent des histoires d'aménagement de pôles d'échange multimodaux autour des gares où il s'avère que certaines fractions sont sous la responsabilité de Gares et Connexions, d'autres de SNCF Immobilier et d'autres de SNCF Réseau. C'est évidemment ce qui parfois explique une certaine lenteur des processus de décision et de conduite d'aménagement autour des gares. Donc c'est un monde dont l'architecture, en tout cas pour autant qu'on la représente aujourd'hui, est parfois baroque, mais pas complexe au sens de la prolifération des agences et des opérateurs. Et je terminerai, j'ai évoqué cette idée à plusieurs reprises, mais en revanche, et c'est l'ancien parlementaire qui le dit à des parlementaires en exercice, en revanche, il y a un regard qu'on peut jeter sur ce secteur des infrastructures de transport et globalement des politiques de transport, c'est qu'on manque de débats réguliers au Parlement sur la stratégie et les arbitrages qui sont réalisés en matière d'infrastructures de transport. Et ça existe dans tous les pays étrangers. Donc que le législateur parfois soit saisi de mauvaise humeur et supprime l'agence, c'est plus le symptôme, à mon avis, de sa volonté de se saisir de ces débats et d'en avoir, au-delà des commissions spécialisées, d'avoir des moments publics où on parle de façon régulière de ces arbitrages, plutôt que ça se joue uniquement ailleurs et qu'il ait le sentiment de ne pas être complètement saisi. Donc il manque un étage à cette fusée décisionnelle qui vous a été finalement reconstituée aujourd'hui. Un dernier mot, si vous le permettez. Des marges de progression, on en a certainement, bien entendu. Nous devons, en ce qui nous concerne, signer un nouveau contrat d'objectifs et de performance avec le ministère une fois passée la conférence des financements, parce qu'elle va être tellement impactante qu'il serait maladroit de le faire avant et presque inutile. Et puis deuxièmement, moi je souhaite, et je l'avais exprimé au ministre, avoir une sorte de lettre de mission en tant que président du conseil d'administration de l'AFIT pour savoir ce que le ministère attend de l'AFIT, attend de son président. Et pour l'instant, ma volonté est restée sans résultat, mais je trouverais bien, pour que cette lettre soit aussi transmise à titre d'information, ça permettrait de mieux comprendre le rôle de l'AFIT, de mieux comprendre son fonctionnement et de mieux comprendre les objectifs, de mieux percevoir les objectifs que l'État assigne à cette agence qui doit rendre des comptes non seulement à l'État, mais à l'ensemble de ses administrateurs, évidemment, parmi lesquels les parlementaires. Oui, je vais m'autoriser une petite question et je pense qu'on peut se féliciter d'avoir organisé cette tour de table parce qu'en fait, je pense que le périmètre que vous associé entre l'AFIT, le COI puis la DGITM, ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne, les interactions. Et je pense que si on vous avait auditionné séparément, je pense que la qualité du rendez-vous n'aurait pas été tout à fait le même. Je m'interroge quand même sur vous parliez d'organisation baroque et d'un truc assez compliqué, à la fois pour tout le monde, l'usager, les parlementaires. Mais je me fais une réflexion qui peut être aussi un peu prise de manière un peu politique, mais au fond, est-ce que tout ça n'a pas été mis en place pour accompagner aussi une ouverture à la concurrence et un fonctionnement marché ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait été de toute façon nécessaire, même si on était resté sur une sphère purement publique sur la question des transports et l'organisation, que ce soit d'ailleurs du voyageur ou des marchandises? Juste, Monsieur le Président, pour répondre sur ce point, ce que finance l'AFIT, par définition, c'est marqué dessus, c'est les infrastructures. La part publique des infrastructures. À une exception qui sont les investissements qui sont nécessaires pour organiser la concurrence dans le ferroviaire, les ateliers de maintenance, tout ce que finance l'AFIT, c'est la part publique. Et donc les sujets d'ouverture à la concurrence, nous ne l'évoquons pratiquement jamais, puisque le rôle de l'AFIT, c'est de financer la part des collectivités publiques. L'État, les régions, les collectivités qui signent avec nous les contrats de plan État-région, les maîtres d'ouvrage publics, SNCF Réseau,
qui est certes une société, mais qui est une administration publique, etc. Les métropoles, lorsque, au dernier conseil d'administration, nous avons voté pour des conventions pour Marseille-en-Grand. Donc uniquement la part publique, toute la partie sur l'exploitation, et il y a effectivement plusieurs modalités d'exploitation, ouverture à la concurrence ou pas, ne sont pas connues. Enfin, la FIT ne délibère pas dessus, voilà, dans sa très grande majorité de conventions. Et on peut ajouter que quand la FIT a été créée en 2005, je n'ai pas souvenir qu'il était question d'ouverture à la concurrence, en tout cas comme c'est le cas aujourd'hui. C'était juste la question du fret qui, effectivement... Oui, Monsieur le Président, j'essayais de réfléchir à la concomitance dans l'histoire du secteur transport de la création de la FIT, et il y a peut-être un lien que je pose ici avec le constat de la dégradation des infrastructures structurantes de notre pays, puisque 2005, c'est assez peu de temps après le premier rapport de l'École polytechnique fédérale de Lausanne sur le réseau ferroviaire. Il y en a eu un deuxième ensuite. Et donc ce constat que finalement, en France, on avait un rapport aux infrastructures de transport qui était très marqué par la magie de l'annonce de l'infrastructure nouvelle, qui allait résoudre tous les problèmes d'aménagement du territoire dans un secteur donné ou de déplacement, beaucoup plus que par la préoccupation du patrimoine dont nous avons hérité, c'est-à-dire premier réseau routier d'Europe, deuxième réseau ferroviaire d'Europe, deuxième réseau à grande vitesse d'Europe, premier réseau navigable d'Europe. Et donc, il y a cette idée que la FIT, bien sûr, finance pour partie des grands projets, mais pas seulement. Elle finance aussi pour partie des opérations de régénération sur les réseaux. Et donc, la volonté de sécuriser des recettes pour ce qui n'est pas un ruban qu'on coupe, mais ce qui est éviter un ralentissement ou éviter qu'on ne puisse plus naviguer sur un bras de la Seine pendant une semaine, ce n'est pas forcément ce dont on se préoccupe spontanément tous les jours dans les journaux, mais c'est en même temps absolument nécessaire en termes de moyens alloués aux infrastructures de transport. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles cette architecture, dont j'ai dit qu'elle était baroque mais pas complexe, a pu être constituée pour essayer de sécuriser des moyens aussi pour les réseaux structurants. Très bien, écoutez, on va en rester là. On a un petit rendez-vous sur un étage qui n'est pas loin d'ici. Merci pour avoir accordé un peu de temps à cette commission d'enquête. Merci pour la qualité de vos interventions. Et puis écoutez, très bon après-midi et au plaisir.